Merci à tous. Bienvenue dans l'édition spéciale du Daniel Davis Deep Dive Roadshow. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon studio à Washington, D.C. En fait, je suis en vacances en famille quelque part. Mais il se passe tellement de choses dans le monde qu'on ne peut pas ne pas en parler. C'est donc ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup d'événements ces derniers jours. On a un peu plus suivi la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'il y a eu des mouvements récents. La semaine dernière, on vous a montré qu'il y avait eu un épisode où environ 1500 drones russes avaient été tirés sur l'Ukraine en l'espace d'à peu près 24 heures. On s'attendait à une réaction et on l'a eue ce week-end. L'armée ukrainienne a riposté de manière assez importante en frappant à la fois la capitale, Moscou, et la Crimée. La question maintenant, c'est vers où va cette guerre? Est-ce qu'il y a eu un tournant ou bien la Russie s'apprête-t-elle à changer de stratégie? Et pour en parler, nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission, après une petite pause, Stanislav Kropivnik, pardon pour la prononciation, ancien officier de l'armée américaine et analyste militaire, qui nous parle actuellement depuis quelque part en Russie. Bienvenue et bon retour parmi nous. Bienvenue. Ah, je suis à Moscou, donc ce n'est pas trop. La Russie, c'est immense. Ça peut être n'importe où. Et si vous essayez de retrouver quelqu'un à Moscou, c'est pas simple non plus. C'est une ville à part entière. Bon, écoutez, commençons simplement par faire le point sur certaines de ces questions récentes. L'Ukraine a riposté après une grosse frappe venue de Moscou. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. On a vu des images assez impressionnantes qui montrent pas mal de dégâts. C'est le Kyiv Post qui en parle évidemment. Du côté ukrainien, au moins selon leurs médias, ils affirment que, en 48 heures d'offensive, ils ont visé 48 cibles russes et réalisé 186 frappes de précision. De leur côté, les Russes disent qu'ils ont tout intercepté grâce à la défense aérienne, mais qu'une partie a quand même réussi à passer. Ça fait quand même un nombre important de tirs qui ont atteint leur cible, et certains étaient de grande ampleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, vous savez, d'abord, il y a deux choses ici. Certains drones sont passés parce qu'il y en avait une vague d'environ 137 qui arrivait sur Moscou, par le nord-ouest. Ils ont contourné la ville, ils sont descendus par là, on pouvait les entendre depuis l'endroit où je vivais. J'ai des amis qui les ont vus passer au-dessus, se faire abattre. Les ceintures de défense antiaérienne sont assez denses. Mais, cela dit, certains ont quand même atteint des cibles. Pas forcément celles que les Ukrainiens affirment avoir touchées. Et puis, il y a aussi le problème que, quand on abat quelque chose, ce qui monte finit toujours par redescendre. Donc, quand on détruit un de ces drones de la taille d'un petit avion, certains atteignent la taille d'un petit Cessna, eh bien, ils retombent quelque part. Ils sont chargés d'explosifs. Parfois, ils explosent en plein vol. Parfois, on se retrouve avec des explosifs éparpillés sur une route ou dans un champ qu'il faut ensuite sécuriser. Et parfois, ils s'écrasent sur des bâtiments. Et évidemment, comme leurs moteurs contiennent de l'essence, ça provoque des incendies secondaires quand ils tombent sur un immeuble. C'est ce qui figurait dans ces rapports de dégâts dont ils parlent. En réalité, c'était juste des drones abattus qui sont retombés au sol. Il y en a un qui est tombé sur le toit d'une petite usine et qui a déclenché un incendie. Il y a eu un impact. Enfin, vous voyez, ici, c'est Moscou. Juste à côté, il y a une ville satellite qui s'appelle Khimki, qui fait pratiquement partie de Moscou. Moscou, c'est un peu comme une amibe qui l'a presque entièrement absorbée. Et un peu plus loin sur la route, à une trentaine de kilomètres, il y a ce qu'on appelle Zelenograd, la ville verte, qui fait, en réalité, partie de Moscou. C'est une ville satellite construite au début des années 70, à l'époque comme une ville semi-fermée.
En d'autres termes, ils développaient beaucoup l'industrie électronique dans cette région. Et à l'époque, c'était une ville fermée. Il fallait des autorisations pour y entrer, en sortir, et même pour y vivre. Aujourd'hui, c'est une ville ouverte. On peut y aller et en repartir quand on veut. Les seules villes fermées en Russie, pour l'essentiel, ce sont maintenant des bases militaires ou des zones frontalières, des secteurs de sécurité particuliers. Alors oui, il y a eu des frappes là-bas, mais encore une fois, ces frappes ont touché des immeubles d'habitation. À Khimki, 2 femmes ont été tuées quand leur maison individuelle, ce qu'en Russie on appelle une maison privée, a été touchée par un drone. C'était une maison en briques, à 2 étages, une vraie construction solide. Mais l'explosion était assez forte pour détruire tout l'étage supérieur. Je crois qu'ils dormaient à ce moment-là, et ça les a tués tous les 2. Ensuite, je pense qu'il y avait un homme qu'on essayait encore de sortir des décombres. Et puis, il y a eu une autre frappe qui a tué 2 ouvriers sur un chantier où ils travaillaient de nuit, des ouvriers du bâtiment. Voilà, c'était la plupart des frappes. Des amis à moi ont vu certaines de ces frappes arriver. D'autres ont vu les drones être abattus dans le ciel, au-dessus des champs. J'ai aussi des amis qui vivent à la périphérie de Moscou, dans ce qu'on appellerait une banlieue américaine. La Russie a aujourd'hui autant de banlieues que les États-Unis, et ça se développe très vite. Voilà pour celle-là. Il y a eu une raffinerie de pétrole. Enfin, d'après les infos, ce serait plutôt un dépôt de stockage ou un point de transit de pétrole qui a été touché en périphérie de Moscou. C'est pas la raffinerie de Moscou, celle qui se trouve au sud-est de la ville, à l'intérieur des limites urbaines. La grosse fumée noire qu'on voit souvent, c'est typiquement ce qui se produit quand ce sont les dépôts de stockage qui sont visés. Ce sont ces grands réservoirs ronds qui contiennent du pétrole ou des produits pétroliers quand il s'agit d'une raffinerie. Ça donne une image très spectaculaire pour la presse occidentale. Quelque chose de grand, de sombre, avec beaucoup de fumée ou de grandes flammes. Mais en réalité, c'est un feu maîtrisable. Et ces installations se remplacent facilement parce que c'est pas vraiment de la haute technologie. En gros, c'est juste de la tôle montée sur une structure, avec un isolant à l'intérieur pour garder l'huile et éviter qu'elle ne s'échappe. C'est ça le problème quand on frappe une raffinerie. D'abord, une raffinerie, c'est immense. Franchement, quiconque vit au Texas le sait. Moi, j'ai vécu à Houston, au Texas. Quand on monte vers Beaumont et qu'on passe devant une de ces raffineries, c'est long de 10 000 et on ne voit que ça. Raffinerie après raffinerie, encore et encore. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres de tuyaux. Et tout ça est sous pression, avec des vannes à différents endroits, des vannes de régulation, et tout est informatisé. Dès que la pression baisse quelque part, l'ordinateur coupe le flux. Plus rien ne passe dans cette vanne et la flamme s'éteint. Donc, dans l'ensemble, c'est assez facile à réparer. Même les cuves utilisées pour les réactions chimiques, bien qu'elles soient fabriquées à la main. Vous savez, j'ai travaillé sur des projets en tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement, sur un chantier pour les raffineries de Moscou. En fait, on les agrandissait pour produire de l'essence E85, de l'essence à 95 d'octane, celle du haut de gamme en Europe. On avait 2 cuves de 78 mètres de long, mais la grande majorité fait entre 1 et 3 mètres. Donc elles peuvent être remplacées assez vite. Disons 1 semaine de travail pour les installer et les changer. Ce genre de choses ne met pas une raffinerie à l'arrêt très longtemps. Il y a beaucoup de fumée et beaucoup de feu, évidemment. Comme mon tireur me l'a dit une fois, pendant que notre char était en train de brûler, on était dehors, debout sur le dessus, et là de la fumée commence à sortir de dessous. Mon commandant voit que la tourelle a tourné et dit « Bon, là où il y a de la fumée, il y a du feu. » Merci, oui, on voit bien la fumée qui monte. Donc, oui, il y a du feu.
Descendez du char. Voilà, là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et oui, ça finit par s'éteindre. En général, on coupe juste les vannes de ces réservoirs et on les laisse brûler jusqu'à ce que ça se calme. Ça ne sert à rien d'essayer de combattre ce feu. Du coup, ça fait plein d'images pour les médias occidentaux, mais pas beaucoup de dégâts au final. C'est ça, l'attaque principale. Alors, voyons un instant ce que les gens en Russie ont en tête. Parce que bon, même si les dégâts ne sont pas énormes, il y en a quand même, et ça se passe en ce moment même dans la capitale. Ça donne l'impression que oui, même Zelensky peut frapper au cœur de votre capitale. Vous pouvez ralentir les choses, mais pas les arrêter. Et ces attaques se multiplient depuis plusieurs mois. Comme on va le voir dans un instant avec Zelensky lui-même, il semble gagner en confiance grâce à ça. Est-ce qu'il y a un changement dans la façon dont les Russes perçoivent tout ça? Du genre, la guerre arrive chez nous, ou il faut qu'on fasse quelque chose de différent? Comment cette dynamique évolue-t-elle? Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas la première frappe à Moscou ou autour de Moscou. Si vous sortez un peu vers la périphérie, vous verrez que des immeubles d'habitation ont été touchés. Ils ne peuvent pas atteindre les zones fortifiées, là où se trouvent les quartiers du pouvoir, les bâtiments gouvernementaux, les sites militaires. Je veux dire, il y a plein de petites bases militaires en périphérie de Moscou. Ils ne les frappent pas, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas les frapper. Alors ce qu'ils cherchent, c'est à marquer des points. Et je le dis littéralement, ils ont besoin de marquer des points ou de tuer quelqu'un. Ce qu'on voit en Ukraine, et dont personne en Occident ne parle vraiment, mais qui est pourtant la réalité, c'est ce qu'on appelle la gamification de la guerre. C'est un sujet que j'ai commencé à aborder récemment, parce que, pour des raisons évidentes, personne en Occident n'en parle. Parce que ça montre bien que c'est un modèle développé par l'OTAN et remis à l'Ukraine. Et ça illustre simplement l'inhumanité totale à laquelle l'OTAN est malheureusement arrivée. Ce qu'on appelle la gamification, c'est qu'ils gagnent des points pour chaque cible détruite. Les plus gros points, évidemment, vont à tout matériel lourd qu'ils peuvent trouver. Ensuite viennent les points pour le personnel militaire, puis pour le matériel civil, et après pour les voitures de civils. Et là, je veux dire, même si c'est un bébé dans une poussette, ils vont frapper ce bébé dans sa poussette, parce qu'ils gagnent des points pour ça. Et ensuite, ils accumulent ces points, et à la fin du mois, ils les dépensent. Ils obtiennent du nouvel équipement, des gadgets, de meilleures rations ou des augmentations de salaire, peu importe. Ils reçoivent des primes. Ils ont donc été incités à tuer quelque chose. Et s'ils ne peuvent pas viser des cibles militaires, ils s'en prennent à n'importe quel civil qu'ils trouvent. En moyenne, dans les zones frontalières du conflit, de Bryansk jusqu'à Kherson, dans tout ce grand arc, il y a environ 5 à 10 civils tués chaque jour. Ils larguent des grenades, ou ils font des attaques kamikazes contre des voitures civiles, des stations-service, tout ce qu'ils peuvent atteindre. C'est comme ça qu'ils gagnent des points. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les opérateurs de drones ukrainiens ne deviennent jamais prisonniers de guerre quand l'armée russe passe dans une zone. À chacun d'en tirer ses propres conclusions. Mais oui, c'est une sorte de gamification de la guerre. Même quand ils avancent et qu'ils ne peuvent pas frapper des cibles fortifiées, ils visent alors un immeuble d'habitation. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. Des amis et même des membres de ma famille en ont filmé, ils étaient sur les balcons, parce qu'il y avait énormément d'explosions. Ça a duré environ 2 heures. Beaucoup de gens se sont réveillés. Il faisait déjà grand jour, on est presque en été. Donc le soleil se lève vers 3h30, 4h du matin. À ce moment-là, il fait déjà plein jour, et les gens filmaient simplement ces drones. Il y a eu, je crois, 8 ou 9 frappes. Donc environ 9 drones sur 127
ont réussi à passer. En gros, ils saturent le système, ils surchargent la défense antiaérienne. Mais le vrai problème, c'est qu'avec ces drones stratégiques, il y a plusieurs initiatives en cours. Une des initiatives proposées, et je pense qu'elle va vraiment avancer, c'est déjà dans les médias, donc je ne révèle rien de secret, consiste à installer des lignes de stations radar. En gros, la Russie est immense, c'est le plus grand pays du monde. Quand on vole à très basse altitude, on peut toujours trouver un couloir pour passer. L'idée, c'est donc de placer des tours radars tous les 20 km. Chaque unité radar, assez simple et bon marché, couvre environ 10 km. La suivante couvre les 10 km suivants, et ainsi de suite. On crée ainsi une chaîne continue, à un coût relativement faible, qui traverse la Russie, rangée après rangée. Leur rôle, c'est de détecter toute intrusion et de transmettre un signal d'alerte précoce. Donc, il y a cette initiative qui va probablement aller de l'avant. On en a parlé, c'est passé dans les médias aussi. Oui, ça a été discuté. Et puis évidemment, les systèmes antiaériens continuent d'être renforcés. Ils sont produits en série. Ce n'est pas comme les systèmes Patriot, fabriqués à la main. Là, on parle de chaînes de production industrielle qui sortent ces missiles à la chaîne. Et encore une fois, bien sûr, ces drones coûtent moins cher que les missiles. Mais ce n'est pas comme le système Patriot américain à 5 millions de dollars pièce, utilisé pour abattre un drone iranien à 50 000 dollars. L'écart de coût est beaucoup plus réduit. Mais voilà, c'est l'un des éléments. Donc, pour répondre à votre question, oui, les gens sont en colère. Ils ne sont pas en colère. Enfin, si, ils le sont. Mais la colère vise surtout le gouvernement, pas de la façon dont l'Occident l'imagine. L'Occident pense que le problème, c'est Poutine. Qu'il suffit de se débarrasser de Poutine, qu'un nouveau Yeltsin arrivera et que tout redeviendra comme dans les années 90. Qu'on pourra à nouveau piller la Russie à sa guise et festoyer sur le dos du grand pays pendant 200 ans. Mais ceux qui prendront le pouvoir seront des nationalistes. Et très simplement, c'est Poutine qui empêche qu'une grande guerre éclate. La colère du peuple, comme quelqu'un l'a dit, c'est que, selon eux en tout cas, les Ukrainiens sont des Russes qui ont subi beaucoup de lavage de cerveau. Mais comme quelqu'un l'a très bien dit, les Ukrainiens ont accompli quelque chose que personne n'avait réussi en Russie depuis 1941. Ils ont appris aux Russes à haïr de nouveau. Les Russes, en général, ne détestent pas les autres nations. Mais maintenant, cette haine, une haine viscérale, commence à grandir. Et on entend des questions comme « Pourquoi Kiev tient-elle encore? Pourquoi n'a-t-elle pas été rasée comme Gaza ?» En plus, elle pourrait être inondée facilement. D'ailleurs, il y avait un moine, vers les années 1500, qui avait fait une prophétie. Quand Kiev s'éloignera de Dieu, elle sera submergée, un déluge titanesque. Il y a un grand barrage pas très loin qui pourrait vraiment provoquer ça. Alors peut-être que cette prophétie pourrait se réaliser. Mais l'essentiel, c'est que oui. Alors voilà la question. Si cette colère est déjà en train de grandir, comment est-elle alimentée? Ou en quoi est-ce qu'elle se transforme? Quand on voit en plus ces frappes de drones de plus en plus nombreuses, même si elles sont stratégiquement inefficaces, elles produisent quand même des images. On obtient quand même ces points de jeu, comme vous les appelez. Les gens les voient et ça les met en colère. Et par-dessus tout ça, il y a eu, je crois que c'était hier, Volodymyr Zelensky qui a dit ceci. Aujourd'hui, il y a une opération de très grande envergure menée par les forces de défense ukrainiennes. Notre service de sécurité d'Ukraine et nos services de renseignement ont travaillé dans la région de Moscou. Une bonne série de frappes en profondeur va donner cette opportunité à l'Ukraine. Cette fois, la distance jusqu'à la cible dépasse les 500 km. C'est parce que la région de Moscou est celle
où les ressources de défense aérienne russes sont les plus concentrées. C'est la région qu'ils protègent le plus, celle du pouvoir. Mais les actions à longue portée de l'Ukraine commencent déjà à produire leurs effets. Comme je l'ai dit hier, les Russes devraient réfléchir à leurs centrales nucléaires, à leurs installations pétrolières, à leurs entreprises, et plutôt qu'à la manière de détruire la vie d'autres nations en Ukraine, Donc maintenant, il s'adresse à plusieurs publics, en fait 3 si je vois bien. Le premier, le deuxième. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. So now he's got a couple of audiences there, actually 3 as I see it. Number one, to his audience to say, hey, we're doing something. À son public, c'est un peu pour dire « Hey, on agit, on passe à l'offensive ». Donc, gardez la foi, continuez à vous battre, parce que les choses changent. On est en train d'inverser la dynamique. C'est une expression que j'entends souvent en ce moment. Et puis, il y a l'autre message, destiné au public occidental. Regardez, on réussit, mais j'ai besoin de plus. Continuez à alimenter la machine. Et là, je pense, c'est peut-être présomptueux de ma part, qu'il essaye aussi de dire au peuple russe, vous croyez être en sécurité, mais vous ne l'êtes pas. On vient vous chercher et on va s'en prendre à votre infrastructure pétrolière. Alors, faites attention. C'est en quelque sorte un avertissement. Mais à mon avis, on peut supposer que du côté russe, ça ne fera qu'attiser la colère et la résistance, rien d'autre. Cela dit, on peut aussi penser qu'il atteindra son objectif auprès de son propre public et du public occidental. Et selon vous, quel impact tout ça pourrait avoir sur la guerre? What impact is that going to have in the war, do you think? Danny, I think you're absolutely right. That's exactly. Danny, je pense que tu as tout à fait raison. C'est exactement ce qu'il dit dans la 3e partie, et aussi dans les premières et deuxièmes. L'effet, tu vois, pour quelqu'un dont la langue maternelle est le russe, d'ailleurs, il est aussi citoyen russe. Je ne crois pas qu'il ait jamais renoncé à sa citoyenneté russe. Il avait la double nationalité. Donc, à ce stade, c'est aussi un traître. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour quelqu'un qui a grandi parmi des Russes, il semble ne pas comprendre les Russes. Mais alors, pas du tout. À partir de 2022, les Ukrainiens, et ça, c'est d'après les témoignages de membres du bataillon Azov capturés à Mariupol, ont reçu l'ordre de massacrer tous les prisonniers russes, de les découper en morceaux, de fabriquer des panneaux avec les corps, de mutiler les cadavres, et d'enregistrer tout ça en vidéo pour briser le moral des Russes. Eh bien, rien n'a mieux servi à renforcer le moral des Russes que ça. En fait, c'est l'effet exactement inverse. À chaque fois qu'ils frappent en Russie, les chiffres de l'engagement montent. À Koursk, à ce moment-là, il y a eu un énorme afflux de volontaires. On refusait des gens, simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à en traiter autant. Donc, en réalité, ça produit l'effet contraire. Et c'est incroyable qu'ils continuent à le faire. Parce que franchement, c'est un peu idiot. Ils ne mènent pas de frappe majeure, mais ils font beaucoup pour vraiment énerver la population. Et la question, c'est qu'il y a 2 choses ici, 2 effets que la guerre en Iran a eu d'ailleurs sur la Russie. Et ça, c'est beaucoup utilisé pour faire pression sur le gouvernement. Parce que la question au fond, c'est la suivante. Regardez, les Israéliens veulent éliminer quelqu'un. Les Israéliens y vont et ils éliminent leurs dirigeants. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas exactement la même chose avec tout ce qui dirige l'Ukraine? Et là, certains diront, oui, mais bon, il y en aura toujours un autre pour prendre la place. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je vais vous dire pourquoi. Quand on se bat contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine, ces pays-là sont des états de civilisation. Les gens qui croient en cet état de civilisation, vous en tuez un, le suivant prend la relève, puis un autre encore après. Quand vous avez des officiers russes qui partent dans des situations pratiquement impossibles à gagner, en criant « pour le Christ et pour la patrie », et qu'ils y vont quand même,
C'est difficile de combattre ce genre de personnes, parce qu'ils sont prêts à mourir en martyrs pour Dieu et pour la patrie. L'orthodoxie repose sur le martyr, tout comme l'islam chiite, le christianisme orthodoxe. Quand vous vous battez, pourquoi Saddam est-il tombé? Parce que c'était une couche très mince. Il n'y avait pas d'idéologie. Alors que quand les États-Unis tuent Khomeini, le prochain Khomeini, dans ce cas, prend la relève. Et si vous le tuez, il y en aura un autre, et encore un autre, et encore un autre. Parce qu'il existe un état de civilisation qui croit en sa propre civilisation. Mais je veux vraiment qu'on se concentre là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant du côté russe, surtout? Ce matin, dans les médias ukrainiens, Zelensky a déclaré qu'il y avait un changement d'équilibre sur le champ de bataille et qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient avancer encore et encore. Ça fait réagir pas mal de gens très pro-russes. Pas parce qu'ils ont peur qu'ils réussissent, mais parce qu'ils sont en colère que ça continue. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, certains disent qu'il y a de la colère envers Poutine, parce qu'il n'en fait pas assez, qu'il n'est pas assez agressif, et ainsi de suite. Eh bien, il y a eu plusieurs figures, comme Slavkov et Karaganov, qui ont déclaré, en gros, il faut mettre un terme à tout ça. Il faut commencer à frapper des cibles conventionnelles à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest, là où sont fabriquées les installations qui permettent ce genre d'attaque. Et ainsi de suite. La semaine dernière, nous avons eu l'ambassadeur Polyansky de l'OSCE, l'ambassadeur de la Russie auprès de l'OSCE. Et lui, autant qu'un diplomate peut le faire, a presque dit ouvertement « Oui, je pense qu'il est probablement trop tard pour éviter ça, parce que l'autre camp continue d'aller plus loin. » Il a quasiment affirmé qu'il y avait une vraie possibilité que cela se produise. Et la phrase exacte qu'il a utilisée, c'était « Il est peut-être déjà trop tard ». Dans certaines de nos conversations, vous avez dit que la décision n'était peut-être pas encore prise, mais qu'il y a des éléments qui vous inquiètent. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus à ce sujet. Je ne sais pas si la décision a vraiment été prise. Tu sais, j'ai parlé avec certaines de mes sources, qui ne sont pas forcément dans le tout premier cercle, ni des assistants, mais qui sont bien au Kremlin. Et elles me disaient, tu vois Medvedev, d'ailleurs, beaucoup de gens le regardent encore comme quelqu'un d'assez libéral, parce qu'il l'était quand il était président. Mais là, il est devenu soudainement très conservateur, très virulent. Ils m'ont dit, non, il a changé. Il dirige maintenant la faction qui veut des frappes en profondeur, et il a vraiment changé là-dessus. Il a eu comme une révélation. Mais le problème, Danny, c'est qu'on en est arrivé à un point où c'est soi. Et je ne pense pas que les Européens comprennent ça. Je ne pense pas que les dirigeants en Europe aient le QI nécessaire pour comprendre ce qui les attend. L'État russe a maintenant deux options. Entrer dans une guerre conventionnelle avec l'Europe ou attendre un peu et se lancer dans une guerre nucléaire avec l'Europe et les États-Unis en même temps. Donc, à mon avis, pour les États-Unis, en tout cas, une guerre conventionnelle serait bien préférable, surtout si les États-Unis restent en dehors. Parce que ce qui se passe en ce moment, et je vais l'expliquer très simplement, c'est que ces drones à longue portée, les Européens ont pour objectif d'en produire en masse, et ils le font déjà, de les produire en masse pour submerger le système de défense antiaérienne russe. Jusqu'à présent, les systèmes aériens russes gèrent tout ça. Les cibles renforcées ne sont pas touchées, et les cibles plus vulnérables le sont encore de temps en temps, mais les dégâts sont moindres, ou bien elles sont en train d'être renforcées. Mais l'essentiel, c'est qu'on peut bien sûr dépasser la production russe si tout le monde se met à se concentrer sur ces drones. Et ce qu'on a vu quand ça arrive, c'est que la vraie question devient « Quelle est la prochaine cible importante ?» Les prochaines cibles, ce sont les radars d'alerte avancés russes.
On a vu des attaques contre les bombardiers stratégiques russes. Pour l'instant, ce sont des attaques isolées, mais elles ne le resteront pas. Et peut-être qu'ils iront même jusqu'à viser les sous-marins nucléaires russes à quai. Eh bien, à part les États-Unis et Israël, même si, officiellement, Israël ne possède pas d'armes nucléaires, aucun autre pays n'a de doctrine de première frappe. Tous les autres, y compris la Russie, ont une doctrine de seconde frappe. Mais le problème, c'est que si les États-Unis ont une doctrine de première frappe et que la Russie est désormais aveugle, la logique des armes nucléaires devient implacable. Puisque l'adversaire a une doctrine de première frappe, peu importe la relation qu'il peut y avoir ou non entre Poutine et Trump, si l'autre camp a cette doctrine, que vous êtes aveugle et que vous ne découvrirez l'attaque que quelques minutes avant qu'elle ne frappe, la logique évidente, c'est utilise-les ou perds-les. Et dans ce cas, on utilise tout. Ce qui voudrait dire brûler l'Europe et tout ce qui se trouve au nord du Rio Grande. Bien sûr, la Russie serait touchée aussi. Mais au moins, elle serait sur un pied d'égalité, au lieu d'attendre de se faire frapper par une salve nucléaire venue des États-Unis, plus la France et peut-être l'Angleterre, sans pouvoir riposter. C'est là qu'on en est. La vraie question, c'est est-ce qu'on frappe maintenant pour détruire ces sites de production, que le gouvernement russe connaît très bien et sait localiser. La Russie peut atteindre sans difficulté n'importe quelle cible, de l'Irlande jusqu'à sa propre frontière. Ou bien, est-ce qu'on attend d'être face à une guerre nucléaire? Et l'Europe, est-ce qu'elle irait jusqu'à une guerre conventionnelle? Peut-être. Mais la plupart des Russes, et une grande partie de la population civile, se disent « Bon, si c'est la guerre, c'est la guerre. Très bien. » On ne fait pas peur aux Russes avec la guerre. Les Européens nous envahissent depuis l'an 1012. Ça fait donc plus de 1000 ans d'invasion sans interruption. Alors même si la majorité des Russes ne veulent pas de guerre, on ne peut pas leur faire peur avec ça. La plupart des Russes vous le diront. C'est ça, le point essentiel. Maintenant, est-ce que les dirigeants européens ont la capacité mentale de comprendre ça? Je pense que du côté américain, ils l'ont très bien compris. Je ne pense pas que les dirigeants européens, voyons s'ils comprennent. Je ne crois pas que ce soit vraiment un problème de compréhension, mais plutôt un problème de conviction. Ils ne croient pas que les Russes agiront, parce qu'ils ont vu toutes ces fameuses lignes rouges, soi-disant infranchissables, qui ont été dépassées pendant les 4 premières années. Et la Russie n'a jamais rien fait au-delà des frontières de l'Ukraine. Et maintenant, je peux vous le dire, en écoutant leurs déclarations, on voit bien que ces dirigeants, un peu partout en Europe, ne croient toujours pas que la Russie passera à l'action. Mais elle le fera. La vraie question, c'est que l'Occident continue à faire tout ça, et même à accélérer. La question c'est, est-ce que la Russie fera réellement quelque chose en réponse? Oui, ça arrivera. D'une façon ou d'une autre, ça arrivera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le premier signe qui aurait dû vraiment les effrayer, c'est quand l'armée a déclaré « Vous touchez au défilé, on rase le centre de Kiev ». Et la Russie peut le faire sans difficulté. Les drones russes survolent la ville. Ils observent les élites monter et descendre de leurs voitures, de leurs appartements, de leurs bureaux. Rien ne pourrait empêcher une vague de destruction comparable à ce qu'on voit à Gaza, à ce niveau-là, en plein centre de Kiev. La seule chose qui l'empêche pour l'instant, c'est le gouvernement. Il n'a pas pris cette décision. Mais quand l'armée s'exprime ainsi, et pour les Russes, pour leur armée, dire quelque chose comme ça, c'est très fort. On comprend que la situation est allée très loin. Et je pense que c'est pour ça que Trump a réagi de manière très très ferme. Disons-le comme ça. Très fermement, on a dit à Zelensky d'arrêter. Croyez-moi, moi y compris, la plupart des gens espéraient qu'il ferait quelque chose, juste pour enfin que ça bouge. C'est le sentiment en Russie.
Vous savez, j'ai mes enfants ici, et ils reçoivent des menaces. L'une de mes filles a failli être prise dans l'attentat terroriste du concert à Crocus City. Et un ami à moi, sa fille de 15 ans, travaillait à ce concert. La seule raison pour laquelle elle est encore en vie, c'est qu'une personne ne s'est pas présentée au 3e étage et qu'on l'a envoyée de l'accueil à l'étage pour placer les spectateurs. Sinon, elle aurait été tuée. Quand on voit ça, la colère devient presque tangible. Et cette colère, vous savez, elle finit par se transformer en action. Tôt ou tard, le gouvernement doit s'y plier. Sinon, il perd toute légitimité aux yeux du peuple. À ce stade, l'armée, je connais l'armée. Je parle avec ces gens-là, et pas seulement avec les officiers supérieurs ou les jeunes officiers, mais aussi avec ceux qui sont sur le terrain. J'y suis allé 14 fois, j'y retourne bientôt. Je viens juste de rentrer, il y a 2 semaines. Et tout le monde veut que la guerre se termine, mais personne ne veut entendre parler d'un accord. Leur plus grande crainte, c'est qu'on fasse un compromis. Ce qu'ils veulent, c'est une capitulation. Ils veulent un défilé de la victoire à Kiev. C'est ça que veulent les gens en première ligne. Ils ont investi trop de temps et perdu trop de vies pour ne pas obtenir ça. Voilà la réalité. L'armée veut avancer. Elle avance. Pas aussi vite qu'elle le souhaiterait, mais elle progresse sur tous les fronts. Même sur le front de Zaporozhye, là où ils ont tout lancé, tout a été stoppé. Les dernières contre-offensives dans la partie ouest, plus au nord, ont été arrêtées, et maintenant, ça commence à reculer. Les Ukrainiens ont souvent cette capacité à percer et à prendre du terrain lors d'une contre-offensive. Mais ils n'ont pas l'endurance nécessaire, parce qu'ils dépensent toute leur force pour percer. Quand, dans une seule petite attaque, on perd jusqu'à 600 hommes, des dizaines de véhicules détruits, même si on prend ce petit village, il reste si peu de monde. Et ils ne peuvent pas faire venir plus de troupes sans un grand mouvement à cause des drones. Du coup, ils n'ont plus la capacité de tenir ensuite. Au final, ce qui détruit vraiment l'armée ukrainienne, ce ne sont pas les drones, c'est l'artillerie. Du côté ukrainien, c'est surtout les drones contre l'armée russe, parce qu'ils n'ont pas l'artillerie nécessaire. Et la plupart de leurs fantassins sont des gens enrôlés de force, sans expérience du combat ni formation militaire. Ils n'ont pas vraiment envie de rester sur le front. Donc quand l'infanterie russe s'approche, ils ont tendance à fuir maintenant. Mais ce sont les drones qui ralentissent l'avancée des troupes russes. De l'autre côté, c'est toujours l'artillerie, une artillerie de plus en plus lourde, qui ravage littéralement des pans entiers du front. Alors la vraie question, c'est la suivante. Si on parle simplement de cette progression graduelle que la Russie mène depuis 2023, dans un an, elle aura avancé de quelques kilomètres de plus, mais ça continuera encore et encore. Donc la question essentielle, c'est qu'en pensez-vous? Est-ce que selon vous, la Russie va finir par passer à l'action, peut-être même à court terme? Ou bien pensez-vous que Poutine va se dire « Non, je suis prêt à attendre, même si ça prend encore 2 ou 3 ans, pour continuer cette phase d'enlisement ?» Eh bien, ce ne sera pas juste quelques kilomètres. Il y a de très fortes chances que très bientôt, la partie nord-est de Kharkiv tombe. C'est une zone immense. Kupiansk en était la porte d'entrée, donc maintenant ils sont en train de se réorganiser. Il n'y a plus de ligne de défense à l'ouest de Kupiansk, jusqu'aux réserves d'eau situées juste à l'est de Kharkiv. Et puis au nord, la Russie a coupé les lignes, parce qu'elle avance à travers la frontière. C'est un gros morceau. Sumy sera probablement assiégé d'ici 1 mois environ. Les forces russes au nord sont à 8-9 km de Sumy, du bord de la ville. C'est une petite marche, une journée, une demi-journée de marche tout au plus. Il y a des zones comme ça où on voit une progression constante, de vraies percées. Mais dans l'ensemble, la question revient toujours à l'Iran.
et à l'impact que l'Iran a eu sur les bases militaires américaines. Écoutez, soyons honnêtes, l'Iran a détruit 13 bases américaines. La 5e flotte avancée ne sera pas installée en Israël. Elle ne reviendra pas non plus au Qatar. Il n'y a plus rien là-bas. J'ai vu des vidéos de personnes évacuées de ces bases. C'est détruit. Tout est gravement endommagé. Et est-ce qu'il y a eu un échange nucléaire? Non, il n'y en a pas eu. Les États-Unis n'ont pas largué d'armes nucléaires sur Israël. Le Coran, je ne dis pas que les Israéliens ne pourraient pas le faire, mais les États-Unis, eux, ne l'ont pas fait, et ils ne le feront pas. C'est la même chose. Et ensuite, la question, c'est pourquoi on ne fait pas ça à l'Estonie? C'est de là que les drones passent, ou qu'on les fait décoller. Pourquoi on ne le fait pas en Pologne, là où se trouve la base? C'est le point de transfert pour le matériel et pour les hommes vers l'Ukraine. Pourquoi on ne le fait pas partout? On pourrait faire ça à l'OTAN. Ils n'iront pas jusqu'à la guerre nucléaire. Et on gagnera. Et c'est ça, la pression sur le gouvernement en ce moment. Est-ce que la décision a été prise? Je ne sais pas. Difficile à dire, parce que les signaux changent. À un moment c'est oui, à un autre c'est non, puis on dit qu'il faut rediscuter. Mais je pense que dans l'ensemble, le sentiment du public, c'est l'escalade. C'est d'aller plus loin et d'y aller franchement. Alors, quand on entend d'autres voix, comme Karaganov, dire ce qu'il dit, oui, je ne pense pas qu'il faille aller vers l'arme nucléaire, parce que c'est un génie qu'on ne peut plus vraiment remettre dans sa bouteille une fois qu'il est sorti, si tant est que ce soit encore possible de le contrôler. Et une fois que les deux camps ont l'arme nucléaire, ou dans ce cas que tous les camps l'ont, ça devient quelque chose de très difficile à arrêter. Mais sur le plan conventionnel, la Russie n'a pas besoin d'armes nucléaires. Avec des systèmes comme Avangard, avec des armes à énergie cinétique, avec des planeurs qui emportent des armes hypersoniques à énergie cinétique, on n'a pas besoin d'armes nucléaires pour détruire les systèmes de bunkers, pour détruire les postes de commandement, peu importe leur profondeur. Donc ça change la logique très très vite, surtout pour des frappes ciblées sur les infrastructures. Et ça, c'est la Stonen aujourd'hui. Tu sais, Stas, j'ai l'impression, enfin, c'est juste mon ressenti. Évidemment, je ne suis pas à Moscou, je n'ai aucun contact là-bas, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est inévitable, comme si on avait déjà franchi le Rubicon, et qu'à un moment, la pression sera telle qu'ils finiront par agir. Je n'y peux rien, c'est ce que je ressens. Mais souviens-toi, si en avril 2022, on avait accepté cet accord pour mettre fin à la guerre dès le 2e mois, combien de personnes seraient encore en vie aujourd'hui? Et à quoi ressemblerait l'Ukraine maintenant, après des années de reconstruction, de relance, de tout ça, comparé à ce qu'elle va devenir si les choses continuent jusqu'au bout? Ça, ce sera une question à laquelle certains devront répondre. Je vais aller encore plus loin. Si Yanukovych avait eu un peu de courage, ce qu'il n'a pas. Il a dit « Oh, je ne voulais pas faire couler le sang chrétien ». C'est pour ça qu'il n'a pas dispersé les manifestants. Il avait pourtant une occasion en or d'encercler Maïdan et d'éliminer les manifestants. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé en Ouzbékistan quand on a tenté une révolution de couleur là-bas. Le gouvernement les a anéantis, littéralement encerclé la zone et tiré sur tout ce qui bougeait. Et aujourd'hui, l'Ouzbékistan a une économie solide et en croissance. Yanukovych aurait pu faire la même chose, et des millions de vies auraient été épargnées. Il ne l'a pas fait. Il a envoyé sa police sans armes, juste pour servir de bouclier humain, pendant qu'on leur lançait des cocktails Molotov, pendant que des snipers leur tiraient dessus. Et il a trahi son propre État. Yanukovych, un lâche. Tu sais, si tu veux te lancer en politique au niveau fédéral et que tu as peur de verser du sang humain, alors ne le fais pas. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que si tu n'es pas prêt à défendre ton État par la force, n'y va pas.
Parce que la violence qui s'abattra ensuite sera 10 fois pire. Pour le prix de quelques milliers de radicaux sur le Maïdan en 2013, il aurait pu sauver des millions de vies, peut-être même des centaines de millions, selon la tournure que tout ça prendra. Mais il a été lâche. Il n'a pas voulu prendre cette décision. Et maintenant, on en est là. Oui, bon, on ne peut pas revenir en arrière et effacer ce qui s'est passé, mais on peut quand même faire tout ce qu'on peut pour éviter que ça aille plus loin ici. Après, il faudra attendre de voir ce que les décideurs vont dire, plutôt que des gens comme toi et moi qui essayons juste d'analyser la situation telle qu'elle est. En tout cas, merci d'avoir apporté un peu de lumière sur ce qui se passe. Parce que sans ça, on ne le verrait tout simplement pas depuis l'Occident. On t'en est vraiment reconnaissant. Toujours un plaisir. Et on espère toujours, tu sais, des arcs-en-ciel et des papillons. Malheureusement, on dirait qu'ils se font tirer dessus ces temps-ci. Mais bon, on continue d'y croire qu'un jour, les choses pourront redevenir un peu normales. Très bien. Merci beaucoup. Et on a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive.